Dans le cadre du mois de la francophonie, nous accueillons plusieurs personnes qui sont passionnées, visionnaires, engagées dans leur communauté, dans leurs mouvements, dans leurs actions. Je suis Ethel Côté, coopératrice et experte en développement stratégique à l'ACFO SDG, l'Association des communautés francophones de l'Ontario de Stormont-Dundas-Glengarry, et animatrice de cette entrevue qui, je suis certaine, sera des plus inspirantes. Notre invité, Martin Vandenberg, qui a l'ADN de la coopération dans le sang, et j'ai hâte de vous présenter. L'ACFO est un organisme rassembleur qui offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques au sein d'une communauté fière et diversifiée. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège d'être sur un territoire ancestral mohawk et que nous voulons reconnaître aussi toutes les contributions des Autochtones du passé, du présent et du futur. Et parce que nous sommes en mode virtuel, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le pays. Niawen. Cher Martin, salut, c'est le fun de Salut, t'accueillir. bonjour Ethel. Bonjour, bonjour. Si tu me le permets, j'ai noté quelques petites notes biographiques, puis après ça, on pourrait débuter notre entretien. Tu as écrit, entre autres, sur ton compte LinkedIn que tu avais fait une formation universitaire en administration des affaires, en développement international, en agriculture tropicale et en arts libéraux. Tu as plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du développement territorial et organisationnel, tant au niveau local, donc tout près de chez toi, qu'à l'international. Tu as travaillé cadre dans plusieurs entreprises collectives et on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, en plus de travailler comme responsable de la gestion d'un réseau international d'approvisionnement. Et ça aussi, je vais le ramener tout à l'heure parce que c'est un réseau d'approvisionnement et de distribution déployé dans 12 pays touchant 3000 points de vente. Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que l'entrevue va être diffusée dans le cadre des mois de la francophonie, mais aussi dans le cadre des webinaires économiques, les mercredis économiques, où est-ce qu'on met des profils. Donc, merci d'être là, Martin. D'abord, d'ailleurs, c'est sous cet angle-là qu'on s'est rencontrés, c'était la coopération. Et j'aimerais ça que tu me parles et que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a incité à t'engager pleinement dans la coopération, dans tous les sens de ce terme-là, comme tel le mouvement, les coopératives et carrément la coopération dans la communauté. C'est une bonne question. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, d'où ça nous vient, la fibre de la coopération. Je pense que dans mon cas, ça vient de plusieurs endroits. Ça m'a été transmis, c'est en partie des valeurs familiales. Je pense que je dois ça pas seulement mon père et ma mère, mais mes grands-parents des deux côtés. Pas qu'ils étaient particulièrement impliqués dans le monde de la coopération, mais ils portaient ces valeurs-là. Les valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement. Cette notion-là, des valeurs de travail, mais aussi, je pense, mes origines franco-colombiennes. Je suis né en Colombie-Britannique, famille francophone. Et ça m'a amené, à cause de ce qu'on vit quand on est francophone hors Québec, à devoir tisser des liens avec toutes sortes de gens. Rapidement, en Colombie-Britannique, mes amis venaient tous d'ailleurs. On vivait du racisme puis de la discrimination comme francophone. Donc, quand je repense, mon enfance était un petit peu atypique. Mes amis étaient amérindiens, étaient philippins, étaient sikhs, étaient chinois, beaucoup d'amis chinois. Puis quand je suis arrivé au Québec, ça a été la même chose. J'avais cette notion-là d'être différent comme francophone, qui me venait d'être francophone hors Québec. Puis quand je suis arrivé au Québec, mon réflexe, c'était d'aller vers les gens qui venaient d'ailleurs. Mes premiers amis que je me suis fait au Québec, c'était des amis chinois parce que pour moi, c'était les gens avec qui j'aurais des affinités. Puis j'ai déménagé, j'ai un père qui était fonctionnaire. On a déménagé beaucoup. Il était souvent muté. Donc, avant mon 40e anniversaire, j'avais déménagé plus de 40 fois. Puis ça aussi, je pense que ça a fait que de devoir refaire sa vie, ça m'a amené à tisser des liens facilement. Puis je pense que ça aussi, ça m'a amené vers la coopération, parce qu'évidemment, en coopération, on entreprend en gang, en groupe. Puis le fait d'être enfant unique aussi, ça fait que je voulais avoir des amis, je voulais tisser des liens parce que je ne les avais pas à la maison. Donc, j'aime beaucoup la solitude. J'apprécie la solitude, mais quand ça vient le temps de vouloir être en gang, moi, ce n'est pas dans la famille que ça se passait. Je devais aller créer ces liens-là à l'extérieur. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça.
Quand tu disais tantôt entreprendre en gang, dans ta trajectoire, tu as été impliqué, tu as travaillé dans plusieurs entreprises collectives. Mhm. C'est pas tout le monde qui connaît ce que c'est, l'entrepreneuriat collectif. Je sais que les coopératives le sont. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce que c'est et pourquoi tu t'es investi ou quel rôle que tu as joué au sein de ces entreprises collectives-là? Ben, c'est drôle parce que je suis arrivé aux coopératives à travers l'agriculture. J'étais attiré par l'agriculture biologique. Je voulais faire du développement international. Puis tu le sais, en agriculture, beaucoup du monde agricole est organisé en coopérative partout dans le monde. Donc, c'est comme ça que je suis tombé, pas sur mes premières coopératives, parce que comme tout le monde, j'avais vu les caisses scolaires, puis bon, des jardins, etc. Mais c'est là où la première fois j'ai été amené, j'ai été confronté à m'impliquer au sein de coopératives. Dans mon cas, c'était plus au Salvador quand j'ai fait mon stage, parce que j'ai étudié au Collège d'Alfred. Et c'était dans le contexte très particulier de communautés qui se réétablissaient après la guerre civile. Donc, il y avait la coopération formelle au sein des coopératives, mais il y avait toute cette notion-là aussi de réconciliation après une guerre civile. Mm. Puis, fait que pour moi, ce n'était pas tellement l'aspect entrepreneurial des coopératives qui m'a touché en premier, c'était vraiment cette notion-là de réconciliation, de l'économie sociale des coopératives comme outil de réconciliation dans des communautés qui étaient constituées de gens qui venaient de factions différentes, donc des réfugiés, des déplacés, des ex-guerrilleros, des ex-militaires, des anciens militaires qui avaient intégré, qui avaient été mis dans des escadrons de la mort. Et donc, les projets collectifs devenaient des espaces pour travailler le tissu social, qui faisaient ressortir aussi des tensions. Puis, ça a été ça ma première expérience. J'étais très mal outillé pour le vivre parce qu'on ne m'avait pas, malgré que j'avais étudié en agriculture, je suis surpris de voir à quel point on ne nous avait pas beaucoup parlé de coopératives. On nous avait fait faire des plans d'affaires de ferme. On était beaucoup dans l'entrepreneuriat classique, même si tout ce qui entoure l'agriculture, les coopératives, c'est tout ce qu'on a réussi, c'est tout ce que les Franco-Ontariens ont réussi à se bâtir comme institution. On pense à Saint-Albert, mais on pense à beaucoup d'autres coopératives agricoles en Ontario et à Desjardins. On ne nous parlait pas tant que ça de coop. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a attiré là. Je suis un petit peu quelqu'un qui va contre j'ai un petit côté rebelle. Je pense que ça m'a attiré aussi. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé plus? Puis j'ai voulu en savoir plus à ce moment-là. Ouais. C'est les deux racines en Ontario français. C'est la caisse populaire au niveau financier, Ouais. au niveau de l'épargne et la coop agricole. Puis dans l'Est de l'Ontario, les coopératives agricoles ont été très, très présentes et le sont toujours, là, surtout dans Prescott Russell. Mais il y en avait quelques bastions là, dans Stormont, Dundas, Glengarry. Dans ta trajectoire, en plus de travailler dans ces entreprises collectives-là, à un moment donné, moi, je t'ai recroisé un peu plus tard et tu étais en train d'accompagner des leaders de ces coopératives-là dans différentes phases de développement de leur coopérative. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des défis que ces entrepreneurs-là collectifs, hommes et femmes, là, qui portaient différents types de coopératives dans tous les secteurs d'activité, les défis, les tendances, mais aussi les grandes réussites, parce que malgré on est rendu quoi, à 300 ans d'histoire ou presque, là, des coopératives à travers le monde, 250 quelques. Ça dépend de ce demeure. qu'on considère une coopérative. Exactement. Si on parlait à nos amis des Premières Nations, ils diraient peut-être que ça remonte un peu loin. 1000 ans. Ça, mais... 1000 ans, la pratique coopérative, tu as tout à fait raison. C'est la même chose, nous autres, ici, avec la communauté d'Oshoni. Mais ceci dit, qu'est-ce que tu as remarqué au niveau des défis, des réussites, des tendances? Puis, est-ce que tu penses qu'un jour, cette économie-là coopérative, ben non, je ne te poserai pas la question comme ça. Quelle place tu vois pour cette économie aujourd'hui, mais quelle place que tu verrais dans les prochaines années? Ouais, je pense que je vois une grande place. Je pense que tu fais référence à mon expérience comme accompagnateur. Je travaillais dans le réseau des CDR, la coopérative de développement régional Ottawa-Laurentides, entre autres. Le plus gros défi, je pense qu'il est avant tout culturel, parce que ce qu'on nous transmet dans la société, ça commence souvent dans nos familles, mais certainement à l'école, puis dans le discours dominant, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le mythe de l'entrepreneureux, l'entrepreneur, mais surtout, il faut le dire, un entrepreneur masculin, là, si on retourne, c'est assez récent qu'on nous présente des modèles d'entrepreneurs féminins qui réussit tout seul. Le self-made man, qui, contre vents et marées, a bâti son entreprise, puis il y a des super beaux exemples de ça, puis c'est toujours inspirant.
Mais on nous transmet cette culture-là de l'entrepreneuriat privé, l'entrepreneuriat qui va vite, qui prend des décisions contre vents et marées, etc. Mais on ne nous apprend pas à travailler en collectif. Le collectif, ça, c'est comme l'opposition. C'est le syndicat. Et puis ça fait que le plus gros défi, c'était souvent ça. C'était de passer par-dessus ces barrières-là par rapport au modèle coopératif. Je te dirais qu'on passait beaucoup de temps. Puis à développer cette culture-là de la coopération, qui n'est pas loin en nous, hein, parce que c'est naturel. Mais étonnamment, ce n'est pas ça qu'on nous apprend. Je pense que moi, je vois une grande place pour la coopération aujourd'hui parce que si je regarde mon parcours, beaucoup des choses qu'on revendiquait, puis il y a tellement de gens qui le disent aujourd'hui, quand tu parles à des vieux de la vieille du mouvement environnemental, je pense des gens de 70 ou 80 ans qui sont soulagés aujourd'hui de voir que finalement, les choses pour lesquelles ils militaient dans les années 70-80 sont des choses qui sont acceptées aujourd'hui, qui font consensus. Puis bon, il y a un peu de ça, puis j'ai l'impression que pour la coopération, ce moment-là est enfin arrivé. Puis je dis enfin arrivé, puis en même temps, il y a des coopératives partout. C'est pas comme si les coopératives n'étaient pas très présentes sur la planète. Je pense que c'est toujours le cas. L'année internationale des coopératives en 2012, il y avait beaucoup de statistiques qui étaient sorties, puis on voyait qu'il y avait plus de gens qui travaillaient sur la planète pour des coopératives que pour l'ensemble des multinationales. Si je ne me trompe pas, c'était 20 de l'emploi formel de la planète était relié à des coopératives. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas présentes, mais malgré ça, on n'en parle pas beaucoup. Et là, je sens qu'il y a toute une nouvelle génération avec la transition écologique, avec cette troisième, quatrième vague de féminisme qu'on vit. Je sens que les coopératives, tout à coup, ont repris leur lettre de noblesse. Les coopératives et les autres formes d'entrepreneuriat collectif, parce qu'il n'y a pas que les coops. Hein. Il y a toutes sortes il y a les OSBL, il y a toutes sortes de modes hybrides aussi à travers lesquels on peut entreprendre collectivement. Puis moi, ça me fait chaud au cœur de voir qu'aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus juste, à l'époque, quand je travaillais au Conseil des coopératives de l'Outaouais, c'était l'endroit où tu pouvais aller si tu voulais démarrer une coop. C'était le seul endroit où tu pouvais aller. Puis il n'y avait tellement pas d'endroits qu'on travaillait avec les Ontariens, même s'il y avait le Conseil des coopératives de l'Ontario ou le Conseil de la coopération de l'Ontario. Il n'y avait pas de service. Puis aujourd'hui, tu regardes, ces accompagnements-là sont partout. Dans toutes les villes, il y a des organismes de quartier qui font ça. Je trouve ça merveilleux. Donc, je vois un grand avenir. Mais pour moi, la principale barrière n'était pas technique. Oui, il y avait un manque de capital, il y avait un manque, mais c'était vraiment de passer par-dessus ce que j'appellerais les barrières mentales à la coopération qui nous viennent, qui nous viennent de la culture ambiante. Moi, je me rappelle dans l'Est de l'Ontario, puis c'était quand je travaillais à la coop agricole, entre autres, il y a un producteur qui me disait, je ne comprends pas que vous puissiez être, ça ne doit pas être bien efficace à prendre une décision en gang. S'il y avait une opportunité qui se présentait, puis je disais, tout est dans la pratique, les habiletés, mais les outils qu'on se donne pour gérer de façon démocratique. Puis je dis, vous seriez surpris parce qu'on a géré une coop qui a été mise sous tutelle, puis qu'on a finalement sauvé les actifs, puis on a sauvé des centaines d'emplois dans la région. Puis oui, le conseil d'administration, il fallait qu'il s'en vire sur un 25 cents pour profiter de certaines opportunités ou agir de façon stratégique pour le bien commun, puis le bien des communautés, des emplois et tout ça. Puis, donc, cette croyance-là qu'en gang, on n'est pas efficace, au contraire, en gang, c'est aussi l'intelligence collective. On peut se rendre tellement plus loin. Puis, je veux t'amener sur une autre trajectoire parce qu'on s'est recroisés quelques années après dans le commerce équitable. Dans ta bio, on dit que tu as été responsable de la gestion d'une des marques nationales d'aliments biologiques et équitables les plus vendues au Canada. Moi, je la connais, je la vois dans les grandes chaînes, je la vois dans les marchés locaux, mais j'aimerais ça que tu nous en parles de pourquoi, à un moment donné, s'investir dans un brand, une marque de commerce, une approche pour commercialiser un produit, mais aussi c'est toute la production. Il y a tous les choix de la chaîne des valeurs qui sont intégrés dans cette pratique-là. Tu peux nous la raconter davantage? Oui, c'est la coopérative La Siembra, auquel tu fais référence, qui est une petite coopérative ontarienne basée à Ottawa, qui est née, qui est née de l'idée de deux femmes, un homme, Gayla Pink, Tia Lovesguard, puis Éric Sauvé, qui cherchaient à résoudre
essentiellement, les difficultés auxquelles sont confrontés les petits agriculteurs, la majorité des petits agriculteurs sur la planète, qui sont les gens qui font pousser la majorité de la nourriture qu'on mange. Pas juste le cacao, le café, le sucre, mais les légumes aussi qu'on achète dans nos Costco, etc., souvent viennent de coopératives du Guatemala, du Mexique, et donc d'amener de la justice économique et sociale dans ces chaînes-là. Ils ont créé la Siembra, puis ils se sont concentrés sur le cacao et le sucre parce qu'il y avait un besoin là. C'était inexistant en Amérique du Nord. Ça avait vu le jour en Europe. Donc, une coop très innovante, mais qui a fait ça à un moment où il n'y avait pas de financement pour ça, où le marché n'était pas vraiment prêt. Le marché des produits biologiques n'avait pas pris son envol encore. Je disais que dans l'Est ontarien, il n'y avait pas de service d'accompagnement pour les coopérateurs, les coopératrices qui démarraient des coops dans ce temps-là. Vous allez souvent cogner à la porte de leur caisse populaire locale. C'est la caisse Rideau d'Ottawa qui elle-même disait on est super mal outillés pour vous accompagner, on peut vous prêter de l'argent, mais Et donc, ils sont venus à la CDR à Gatineau, au Conseil des coopératives de l'Outaouais dans ce temps-là. Et c'est comme ça que j'ai appris à les connaître. Puis, il n'y avait pas de plus beau projet pour moi à ce moment-là parce qu'on voyait peu de coopératives s'impliquer dans des chaînes de valeur comme ça aussi complexes. C'est-à-dire que les coopératives répondaient à des besoins locaux, puis le faisaient super bien, mais de déployer quelque chose comme ça qui avait des tentacules internationales en termes d'approvisionnement, en termes de commercialisation, c'était unique. Donc, on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait. C'est une expertise ils développaient une expertise qui était inexistante dans le monde des coopératives à ce moment-là. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être embauché, donc à m'impliquer au sein de la coop. Ça a été une expérience extraordinaire parce qu'il a fallu inventer un paquet de choses là, qui n'existaient pas dans le monde de la coopération. Puis ce qui a été fantastique, c'est de voir l'intercoopération autour de la Siembra, c'est-à-dire des coopératives comme Cooperators, par exemple, à Guelph, Desjardins, donc la caisse locale de Desjardins, à l'époque, la caisse Rideau, Saint-Albert, le dépanneur Sylvestre à Gatineau. Donc, toutes ces coopératives-là qui se sont mis autour, le Conseil des coopératives d'Ontario, qui gratuitement a offert un accompagnement parce qu'il n'y avait pas de structure de financement pour qu'une CDR québécoise accompagne une entreprise ontarienne. C'était de l'intercoopération pure à ce moment-là. Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait un filon vraiment fort là, qui était de remonter le sentier de ces chaînes-là d'approvisionnement international, puis de se poser la question à chaque maillon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait plus de justice économique, qu'il y ait plus qu'on soit responsable sur le plan environnemental, etc. Et donc, le commerce équitable, c'est un prétexte, c'est-à-dire que c'est un des objectifs à atteindre, mais qui, après ça, se met au service de toute une autre série d'objectifs qui est d'assurer une juste place des femmes dans ces chaînes de production-là, d'assurer que les enfants puissent aller à l'école, puissent s'éduquer, que les coopératives puissent créer des emplois aussi pour ces jeunes-là qui vont revenir de l'école, la responsabilité environnementale, la responsabilité face à leur communauté, face aux soins de santé, dans des États où le filet social est souvent inexistant. Tu sais, si on sort du Costa Rica ou de quelques pays, ces coopératives-là, je parle des coopératives de producteurs, de productrices, jouent parfois le rôle que nos municipalités ou même que nos gouvernements provinciaux jouent chez nous au Canada. Mais quand on regarde ici au Canada, ce que des coopératives comme la Siembra puis des autres qui ont suivi, ont jeté les bases aussi de tout le mouvement local, puis tous les mouvements pour ramener les opérations de fabrication, de transformation alimentaire, etc., dans nos communautés. Donc oui, ça a été un processus d'une vingtaine, je dirais 25 ans, sur laquelle il y a eu une longue évolution. Puis aujourd'hui, ce qui est fantastique de voir, c'est, puis des questions qu'on se pose dans le mouvement équitable, c'est quoi la prochaine étape? C'est-à-dire que ça a permis d'allumer la mèche, ou d'allumer un paquet de mèches, je dirais, dans le bio, dans le local, dans le fait de ramener. Il fut un temps où, quand on importait les choses, c'était une gloire. Ah oui, j'ai importé ça. Des produits importés, c'est ce qu'on cherchait aujourd'hui. On cherche des produits locaux.
Mais bon, on s'entend dans le café, dans le cacao, dans le sucre, c'est des produits qu'on va toujours importer. Le Québec va toujours exporter un peu de son sirop d'érable, puis peut-être du bois. On est tous complémentaires dans notre économie. Mais ça a été des expériences qui nous ont permis aussi, je pense, de contaminer d'autres coopératives. Je dis contaminer positivement, mais je pense à Solio aujourd'hui qui fait un virage environnemental et social assez solide. Puis on pourrait nommer d'autres coopératives agricoles dans toutes les provinces du Canada. Ce sont des petites coopératives comme la Siembra, ce sont des petits, ou comme Justus en Nouvelle-Écosse, qui ont semé, qui sont venus placer la semence, je pense, de la transition écologique au sein de ces plus grandes coopératives. Est-ce qu'on aurait fait référence à une alternative il y a 25 ans et à un mouvement aujourd'hui ou on n'est pas rendu là encore? Parce que tu parles de connexion, d'interconnexion dans une variété d'approches économiques par des principes qui portent vraiment des collectifs qui changent le monde. Dans le fond, on parle de salaire juste, on parle d'engagement dans la communauté, développement responsable, chaîne de valeur. Tu sais, ça touche tellement de choses. Est-ce qu'on est vraiment dépassé de la logique d'être une alternative à quelque chose de beaucoup plus structurant ou on est vraiment toujours en construction puis en positionnement? Je pense c'est continuellement en évolution, je pense. Il y a plus à faire que jamais, on est même en retard, je pense. Nous, on aurait voulu que ces choses-là se fassent, puis je pense qu'on réalise aujourd'hui que les rapports du GIEC qui est sorti hier n'est pas très différent de celui qui est sorti en 1991, là, quand on savait déjà qu'il y avait des changements climatiques, les changements climatiques étaient à notre porte. Ça nous paraissait loin à l'époque. 2030, 2040, on se dit, mon Dieu, c'est dans un demi-siècle, mais nous voilà, un demi-siècle plus tard, on est là. Je ne pense pas qu'il est trop tard. Je pense qu'il faut continuer, il faut être. On croyait qu'on était radical à ce moment-là. La question que j'aime bien me poser aujourd'hui, à tous les jours, souvent quand on est en groupe, ce que je vais amener, c'est de dire, OK, c'est quoi la chose qu'on pensait qui était folle ou un peu irréaliste il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'il ne l'était pas, qu'on réalise qu'aujourd'hui, ce n'était pas si fou que ça. En fait, que c'était même nécessaire. Puis posons-nous la question aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi ces choses-là qu'on se dit, ah non, on n'est pas rendu là encore? Puis osons, parce qu'on aurait dû bouger plus vite, on aurait dû aller plus loin. On n'avait pas les moyens, peut-être, mais on les aurait trouvés. On a toujours trouvé des moyens d'avancer. Tu parlais de réseau international, la Siembra a vécu ça à un moment. On était capable de catalyser des changements un peu partout parce qu'on était les premiers. Si on avait eu les moyens de nos ambitions, on en aurait fait plus, c'est sûr. Mais je pense qu'on le disait à ce moment-là, c'est que notre objectif, c'est pas de tout faire nous-mêmes. C'était d'encourager d'autres aussi à le faire aussi. Ça, c'est un couteau à deux tranchants parce que tu crées de la compétition, entre guillemets. Aujourd'hui, je pense que c'est la schizophrénie ou la schizoïdie. Schizophrénie, c'est peut-être un gros mot. La schizoïdie de la coopération, c'est qu'on coopère, mais on est en compétition aussi les uns avec les autres. On est en compétition dans le marché, mais en même temps, on veut être un exemple. On veut encourager cette coopération-là. Et puis, ce faisant, on génère notre propre compétition éventuellement. D'autres, l'agriculture biologique devient de plus en plus saturée, c'est de plus en plus difficile de tirer, mais en même temps, on voudrait que l'agriculture soit biologique partout sur la planète, puis c'est ça que la planète a besoin. J'ai beaucoup aimé la question quand tu t'as dit tout à l'heure, il y a 25 ou 30 ans, si on se posait la question de quelle était la folie puis qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était très important d'aller dans cette tangente-là puis de le faire. Martin, aujourd'hui, c'est quoi la folie qui se promène dans tes pensées, dans tes rêves, puis que peut-être qu'à 75 ans, tu vas te dire, il fallait y penser, il fallait le rêver pour oser agir. Où est-ce que tu es rendu dans tes pensées à ce niveau-là? C'est drôle que tu me poses ça, parce que je parlais qu'il y a Colette Lebel de Solio qui a pris sa retraite il n'y a pas tellement longtemps. Puis on a jasé il y a quelques mois, puis elle me disait, tu te rappelles-tu, on était dans un événement de Coop et Mutuelle Canada à Saint-Jean-Terre-Neuve. Elle dit, tu me disais, un jour, Colette, on va transporter du café en voilier. Je pense qu'il y a 10 ans de ça. Puis elle dit,
On voit ça aujourd'hui, il y a des entreprises de café qui font venir leur café envoyé. Tu avais raison. Puis elle me disait, elle dit, t'es fou. À cette époque-là, elle dit, je te disais, je trouve ça un peu fou. Là. Elle dit, je ne suis pas sûr qu'on va se rendre jusque-là. Puis aujourd'hui, on est là. Et pour répondre à tes questions, écoute, ça ferait un bel atelier de co-design. Je ne le sais pas. C'est ça nos angles morts. C'est que, je pense qu'il faut oser. C'était le slogan du chantier, osons la solidarité. C'est ça. Il faut se poser la question. Notre planète fait face à toutes sortes de défis complètement hallucinants. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Les coopératives ont cette capacité-là parce qu'on pense sur le long terme. On ne crée pas une coopérative pour faire un profit rapide. Puis je pense que c'est un des gros avantages de l'économie sociale, c'est qu'elles s'inscrivent dans la durée. Elles sont basées d'abord sur des relations. Elles sont basées d'abord sur les besoins d'une communauté, d'un groupe qui se projette, souvent des besoins à long terme. Mais on ne crée pas une coopérative pour juste quelques mois. Puis on peut se donner ce luxe-là de penser à long terme, mais on ne le fait pas assez parce qu'on a tendance à toujours vouloir imiter, à être performant comme l'entreprise privée qui, move fast and break things, bouger rapidement, briser des choses, mais sans toujours se poser des questions. Fait que je pense que sur toutes les questions environnementales, on n'est pas assez, on ne bouge pas assez vite. Fait que je pense que là-dessus, on peut être plus ambitieux. Très certainement sur les questions de diversité, de réconciliation, sur la place des femmes dans l'économie, sur je pense, en même temps, je trouve qu'il y a tellement de belles choses qui se passent en ce moment. Oui. Il y a comme un réveil qui est vraiment encourageant. Je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est de se faire confiance puis d'avancer. En même temps que je vois le réveil, je trouve ça très dangereux parce qu'on vit la guerre en Ukraine en ce moment. Puis, tu sais, mon grand-père qui est mort il y a quelques années, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a vécu sous l'occupation nazie, me disait avant de mourir, en 2013, qu'il avait l'impression de revivre les années 30 à nouveau. C'est-à-dire la montée du fascisme, du conservatisme. Puis ça lui faisait peur. Il ne pensait pas revoir ça. Puis on le voit. On l'a vu aux États-Unis avec les événements du 6 janvier l'an passé, toute la présidence de Trump. C'est encore dans le discours ambiant. C'est dans le discours ambiant au Canada. Ce qu'on a vécu à Ottawa il n'y a pas tellement longtemps n'était pas que ça, mais il y avait des manifestations très, très claires d'une montée du fascisme. Il faut nommer les choses par leur nom. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ça, c'est quelque chose que l'histoire nous apprend. Et on va vivre. Ça vient avec le fait qu'on vit des choses intenses. Il y a une intensité. Là, on fait face à des problèmes auxquels on n'a jamais fait face. Hubert Reeves disait, je pense que c'est dans l'entrée du film La Belle Histoire, tu sais, qui se considérait un optimiste, mais qui disait que c'est très dangereux d'être optimiste parce qu'on n'a jamais fait face à des défis comme lesquels on fait face en ce moment. Ce sont vraiment, on peut dire, des défis planétaires. Donc, pour la première fois, peut-être de notre histoire, consciemment, les gestes qu'on pose peuvent vouloir dire la survie ou la dégradation de la planète, puis voir la disparition des hommes. Et c'est la première fois qu'on vit ça. Donc, on a une grande responsabilité. Je pense que l'économie sociale, les coopératives, notre plus gros défi en ce moment, c'est de former une communauté. C'est-à-dire, ça se dit mal en français, là, mais formar comunidad en espagnol, c'est vraiment de créer des communautés harmonieuses, qui vivent en paix, puis qui génèrent du bien commun. On a de la difficulté à faire ça, les humains. On est capable de le faire quand on est des êtres humains qui se ressemblent. Hein? Quand il y a une homogénéité dans un village, puis c'est ça que les coopératives nous apprennent. Alors, il faut qu'on fasse ça à l'échelle de la planète. Il y a les États, la société civile, les entreprises travaillent sur un agenda qui est l'agenda des objectifs de développement durable. Ça nomme l'importance de produire autrement, de consommer autrement, d'abolir la pauvreté. Comme ça touche beaucoup, beaucoup des enjeux auxquels tu fais référence sans les nommer là, comme tels. Moi, j'aimerais ça te demander 2 questions pour conclure l'entrevue.
on a les pieds dans la société où on se trouve. Tu vis dans un milieu rural, tu es bien ancré, tu agis au quotidien. Est-ce que Martin, aujourd'hui, a de l'espoir? C'est quoi? Tu espères quoi dans les 5, 10 prochaines années? Et après ton espoir, quel serait le message que tu aimerais passer à la jeunesse francophone qui vit en milieu minoritaire? Parce que comme tu le Mhm. sais, tu l'as dit, tu as commencé l'entrevue en disant pas toujours évident. Bien, je peux te le dire encore aujourd'hui pour les jeunes en milieu minoritaire qui ont vécu la pandémie, isolés des uns des autres, comme tous les jeunes sur la planète, mais quand tu es en milieu minoritaire, ça a beaucoup affecté notre jeunesse. Donc, est-ce que tu as de l'espoir? Si oui, quelle dimension que ça prend pour les 5, 10 prochaines années, puis un message pour notre jeunesse. Oui. Je dirais que je suis comme Hubert Reeves disait, là, je suis un optimiste prudent. Fait que oui, j'ai de l'espoir. Je vois les solutions. On peut changer les choses rapidement. Je pense que les solutions sont presque toutes locales, mais il faut que mais c'est global parce que ça doit se passer partout. Donc, je disais à un moment donné, j'avais la chance d'être invité souvent par Oxfam pour parler aux jeunes de Magasins du Monde. Puis je leur disais, il faut qu'on fasse tout en même temps. Il faut tout faire en même temps. On n'a pas le luxe de travailler juste sur les aspects environnementaux parce que tout est connecté. Donc, si on ne travaille pas sur l'équité en matière de genre, si on ne travaille pas sur les questions de diversité, si on ne travaille pas sur la démocratie, si on ne travaille pas, on ne s'en sortira pas. Donc, dans ce sens-là, j'ai beaucoup d'espoir. Puis ça, c'est possible de le faire localement, c'est possible. Quand il y a cette cohésion-là. Donc, je pense que chaque communauté est très certainement capable de le faire. Puis quand on part de là, puis qu'après ça, entre communautés, on se tend la main, puis qu'on se tient, puis j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que la réconciliation aussi, on a beaucoup à apprendre des Premières Nations. Puis je sais que c'est la mode de dire ça maintenant, mais faut le reconnaître. Ce qu'on voyait souvent comme de la spiritualité, quand ils nous disaient que tout était connecté, on réalise aujourd'hui que c'est de la science. Ils faisaient de l'écologie, ils faisaient pas c'était pas simplement de la spiritualité, ça l'est aussi. On peut connecter à ce niveau-là, mais ce qu'ils nous transmettaient, c'était des savoirs scientifiques. Vraiment, aujourd'hui, on sait que les arbres communiquent entre eux, qu'on est capable scientifiquement de faire ces connexions-là à travers les mycéliums. Mais on a aussi à apprendre comment créer des sociétés qui vivent ensemble, qui acceptent la différence. Moi, je suis dans un territoire non cédé qui a été visité par des Atikamekw, par des Anishinabés, des Wescarini, par des Mohawks, puis dans une communauté qui a été fondée par le fils d'une Amérindienne Kootenai. Moi, je suis franco-colombien. Ripos a été fondé par David Grolot, fils de Marguerite Kootenai, qui était un Amérindien Kootenai qui est venu à pied de la Colombie-Britannique fonder un village au Québec. C'est quand même une belle histoire de francophonie puis un beau lien avec les Premières Nations. Et donc, cette diversité-là est là autour de nous depuis toujours. Une des choses qui me rend très fier aujourd'hui, c'est que ces choses-là, on les sait, on est capable de les nommer. Que ce n'est pas des Indiens, que ce sont des Atikamekw, que ce sont des Kootenais, que ce sont le fait que notre village a été fondé par un Kootenai, ça, c'est quelque chose qui n'est pas sur le radar quand on regarde les Premières Nations au Québec. C'est un fait que j'aime mentionner parce que pour moi, ça parle justement de ces interconnexions-là qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on peut imaginer. Ça fait que le message pour la jeunesse, moi j'ai énormément d'espoir, entre autres à cause de cette diversité-là. Je crois vraiment que la diversité nous amène à prendre des meilleures décisions collectivement. Ça aussi, scientifiquement, on le sait aujourd'hui. Je pense que c'est à travers ça qu'on va être capable de relever les défis auxquels on fait face. Puis je vois aujourd'hui comment nos communautés sont tellement plus riches par cette diversité-là. Puis je le vois dans mon village qui, si je retourne il y a 100 ans, quand il a été fondé, était très, très, très homogène. Puis on avait une économie agricole et forestière. On était un village mono-industriel. Puis je regarde la diversité de projets d'entreprise, de personnes qui vivent dans la communauté, le dynamisme qu'il y a aujourd'hui. Puis c'est presque le même dynamisme qu'un quartier multiculturel de Toronto, de Vancouver ou de Montréal, qu'on trouve chez nous. Puis je me replace il y a 25 ou 30 ans, quand on essayait d'imaginer comment on allait faire pour que les immigrants se sentent bien d'immigrer en région. Je vois ces ponts-là en train de se faire aujourd'hui entre les générations. Puis, moi, ça me donne de l'espoir. Je pense que j'ai le goût de continuer à
à faire. Je me sens dépassé des fois aussi. Je regarde je regarde ce qui se passe, puis ça aussi, ça me donne de l'espoir. Puis je me dis aussi, puis ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, je pense, à mon âge ou à notre âge. Je me dis, il faut que je fasse attention de ne pas être le vieux monsieur qui empêche les gens de tourner en rond, comme moi, j'en ai rencontré il y a 25 ans. Des gens qui me disaient, calme-toi le jeune. Un jour, ça sera ton tour. Je me dis, je pense que c'est une des choses que moi, en tout cas, il faut que je fasse attention de ne pas faire, c'est de penser qu'à cause de mon expérience, à cause des choses que je voyais il y a 25 ans se réaliser aujourd'hui, de ne pas se voir comme des prophètes puis de dire, ah oui, nous autres, on a l'affaire, mais de se rappeler que les choses changent, que notre perspective, forcément, puis il y a des exceptions à ça, il y a des êtres extraordinaires qui restent pertinents toute leur vie, mais de ne pas avoir peur de mettre les jeunes en avant. Puis je repense à toutes les personnes, on parlait tantôt de Mme Louise Minor qui m'enseignait au Collège d'Alfred, je repense à Gérard Bourgeois de la Ferme des Deux-Mondes à Caneclé, je repense à qui ont su, à un moment donné, dans leur carrière aussi, élever la jeunesse, leur donner une place, créer des espaces où cette innovation-là, cette expérimentation-là, comme la Ferme des Deux-Mondes à Caneclé, a été un espace de réconciliation, un espace de réappropriation de l'histoire. Ouais. Fait que, écoute, quelle forme ça va prendre dans ma vie à moi, je ne sais pas. En ce moment, je m'investis plus dans mon village, moins à l'international. La pandémie a fait ça un peu. Tu sais, j'ai dirigé un centre de transfert de connaissances qui travaillait entre les pays, entre les grandes villes du monde. Je crois toujours que ça, c'est nécessaire. Il y a des gens qui vont qui vont continuer ce travail-là. Mais on a besoin de faire ça partout, dans tous les villages, dans chaque communauté. Puis, c'est ça. Moi, maintenant, je pense que je suis rendu là à faire ça ici chez nous. Bien, Martin, quel privilège de t'avoir recroisé tout dernièrement à l'Université de l'Ontario français, mais là, de façon virtuelle pour la communauté francophone de Stormont, Dundas, Glengarry. Puis comme tu le sais, par le mode virtuel, on sait déjà que les rendez-vous de la francophonie veulent diffuser en francophonie nos différentes entrevues inspirantes. Mais moi, je peux te dire que c'est vraiment agréable de te reparler, puis de cheminer, de te voir cheminer, puis de voir ta lecture de l'environnement, puis surtout le message d'espoir à la fin. Mais on est dans l'action, hein? On ose à tous les jours et merci beaucoup pour cette entrevue. Puis on se revoit dans quelques années, sans doute, collaboration de nos deux villages, parce que moi aussi, je suis retournée sur le plancher des vaches, comme on pourrait dire. D'ailleurs, il faut que j'aille nourrir mes poules dans pas tellement longtemps, mais cher Martin, merci beaucoup. Merci, Ethel. C'était un grand plaisir.